Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de vous voir aussi nombreux ce soir pour cette conférence sur la transition professionnelle au service de la transition écologique et solidaire. L'objectif de cette conférence, avec nos 4 invités, ce sera de parler à la fois des perspectives qui s'offrent dans la transition écologique et solidaire, mais aussi de vous apporter des clés pratico-pratiques pour vous interroger, vous, sur le sens de votre travail, sur comment vous pouvez évoluer professionnellement, peut-être au sein de la structure dans laquelle vous êtes déjà, ou bien dans un projet d'évolution professionnelle vers complètement autre chose. Et puis, on va voir aussi quelles sont les possibilités d'accompagnement qui s'offrent à vous, quelle que soit votre situation, quand vous souhaitez évoluer professionnellement. On est ensemble à peu près pour 1h30. On prendra aussi un petit temps de questions à la fin. Sachez que vous allez voir, il y a des petits stands au fond de la salle. Donc, à la fin de la conférence, on sera encore là pour vous accompagner si vous souhaitez discuter avec Transition Pro, avec l'Institut Transition, avec The Clean Room, avec Julien Vidal autour de ces livres. Eh bien, ce sera encore possible de le faire. On aura aussi quelques petites boissons et rafraîchissements pour accompagner ce mouvement. C'est donc une conférence qui s'adresse à toute personne qui se pose des questions sur sa vie professionnelle, comme on l'a dit, que vous soyez au sein d'une entreprise, que vous soyez dans un top pôle, que vous soyez en quête de sens. On va essayer de vous apporter le maximum de clés ce soir. Moi, je m'appelle Clémentine Messé, je suis la directrice et fondatrice de l'association The Green Barboot qui organise cette conférence. Et c'est un sujet qui me parle aussi particulièrement puisque je suis moi-même passée par une transition professionnelle. Je ne vais pas forcément parler de tout mon parcours ce soir, mais pour me situer un petit peu, j'ai été pendant un peu plus de 7 ans ingénieur. Donc j'étais ingénieur dans la mobilité urbaine. Je m'occupais de faire des tramways, des bus, des voitures en ville. Et j'ai évolué professionnellement puisqu'en 2016, j'ai cofondé l'association The Green Barboot. Et petit à petit, j'en suis devenue directrice et c'est vraiment mon métier, on va dire, parmi d'autres engagements. Ça a pris le temps, ça ne s'est pas fait instantanément, cette transition professionnelle. En plus, à l'époque, il n'y avait pas autant de dispositifs, de formations que ce qui existe maintenant. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est possible et ça peut être un chemin très enrichissant et très épanouissant, ce qu'on va voir aussi avec nos 4 invités ce soir. Je vous invite, si vous avez un carnet, vous pouvez prendre des notes à nous faire parce qu'on va vraiment partager beaucoup de contenu, beaucoup de clés concrètes. On va vous inviter parfois aussi peut-être à réfléchir un petit peu sur vous-même, sur ce vers quoi vous voulez aller. Donc, voilà, n'hésitez pas à noter tout ça pour voir une trace ensuite. Je suis très contente d'accueillir ce soir Isabelle Hume de l'Institut Transition, Aurélien Botto, témoin qui est passé par l'Institut, qui est maintenant conseiller à l'ALEC, tu nous en parles un petit peu. Julien Vidal, qui est auteur, conférencier, qui a écrit le podcast 2032. Et puis Cyrielle Potier, donc tu es responsable de l'antenne de Transition Pro. Et merci beaucoup Cyrielle, parce que c'est grâce à toi qu'on est dans cette belle salle aujourd'hui, accueillie au sein de l'école de Transition Pro au Bernard. Eh bien, on va commencer tout de suite. Moi, j'ai une petite question pour vous, peut-être, pour aussi un petit peu mieux vous connaître. Qui envisage d'opérer une transition professionnelle globalement? Pas tout, ok. Qui envisage de peut-être rester dans son entreprise, sa structure actuelle, ou peut-être faire évoluer un petit peu son poste? Ok, quelques personnes, d'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes qui envisagent de se réorienter complètement pour le coup? Donc, levez la main, quelques mains. Ok. Et bien, pour commencer, on va faire un petit tour de table. Je te propose, Isabelle, de commencer. Donc, 1 ou 2 minutes par personne pour vous présenter le micro. Ok. Alors, pour me présenter, donc Isabelle Hume, comme disait Clémentine. Et comme disait Clémentine, comme Clémentine aussi, je suis ingénieure mécanique de formation. Donc au début, moi j'ai eu un début de carrière très classique. J'étais pas du tout animée par les enjeux écologiques et solidaires au début de ma carrière. Et c'est vraiment la réalité du métier, on va dire, qui m'a fait me poser pas mal de questions.
Et pour vous dire, quand je me suis retrouvée à développer une machine à café connectée en Bluetooth pour lancer son café depuis son lit, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y avait des choses plus intéressantes à faire de sa matière grise. Et ce qui m'a amené à faire mon premier projet entrepreneurial, en gros, j'ai quitté ma position d'ingénieur, mais j'étais animée par la question, en fait, c'est quoi concevoir des produits qui ont un impact positif, à la fois pour la planète et aussi pour les personnes. Et je suis partie avec cette question assez large et j'ai monté mon premier projet qui s'appelle La Clavette, où l'idée c'était de documenter des projets un peu partout dans le monde qui répondaient à cette exigence, ce qui m'a permis moi d'en apprendre énormément, on va dire, sur qu'est-ce qui fait qu'un projet marche, qu'est-ce qui fait qu'on le trouve pertinent, qu'est-ce qui fait qu'un projet ne marche pas aussi parfois. C'était un peu ma formation sur le terrain, si on veut. Je suis revenue de ces 2 ans d'exploration, si on veut, en me disant, bah, OK, où est-ce qu'on peut faire bouger des lignes? Et donc, je suis allée sur 3 terrains qui sont les entreprises, enfin, industrielles, etc., l'accompagnement d'entrepreneurs sociaux et en dernier lieu, bah, les écoles d'ingénieurs et surtout bah, l'INSA Lyon qui était aussi mon école d'ingénieur, où je suis revenue donner des cours, où je suis toujours enseignante à mi-temps. Et en 2019, avec plusieurs camarades, donc Clémentine, on s'est posé la question sur Lyon de se dire mais comment on fait pour aider les profils qui ne sont pas forcément des étudiants, qui ont déjà de l'expérience, mais qui il manque juste un petit coup de pouce pour vraiment travailler dans la transition. Et c'est pour ça qu'on a monté l'Institut Transition en 2019. C'était vraiment pour répondre à cette problématique, de se dire, on a plein de personnes qui ont envie d'œuvrer dans la transition, mais qui à l'heure actuelle ont un manque d'acculturation, de réseau, de légitimité. Et c'est ça qu'on essaye de construire avec le programme qu'on appelle Nouvelle Voie, dont on vous parlera certainement durant la soirée. Et voilà, depuis on a développé d'autres programmes, mais c'est principalement cet enjeu dont on va discuter aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, c'est 230 personnes qui sont passées par là. Et l'idée, aussi dans mon intervention, c'est un peu de vous partager qu'est-ce qu'on a appris de ces 230 personnes qui ont cherché à se reconvertir, qui se sont reconverties. Et donc, c'est parti. Aurélien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aurélien Bellotto. Alors moi, en effet, j'ai fait une reconversion professionnelle et grâce aussi à l'Institut. Et avant, j'avais travaillé 6 ans dans l'industrie, plutôt ferroviaire et transport, et plutôt dans les approvisionnements, la logistique. Et ensuite, j'ai entamé une reconversion pro qu'on démarré en 2019, dont je vous en parlerai un peu plus après. Et aujourd'hui, je travaille à l'ALEC comme chargé de mission, sensibilisation et accompagnement. Voilà. Merci. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'on arrête de nous poser comme première question, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et que nous, on se sente obligé de répondre par mon métier, c'est, ou mon absence de métier, c'est. Je rêve qu'un jour, on dise, et alors, toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment comme première question? Ou à quoi tu rêves? Quel a été ton meilleur moment des dernières 24 heures? Je sais pas, on pourrait imaginer et déployer ces questions à l'infini. Et si j'essaie de faire ça, c'est parce que toute ma jeunesse, mes parents qui venaient de milieux modestes, issus de l'immigration, me disaient qu'il allait falloir que je réussisse dans la vie grâce à un bon métier. Et du coup, j'essaie de tout faire pour leur prouver que je peux réussir autrement. Aujourd'hui, je le fais, c'est vrai, grâce à des livres, des podcasts, un atelier que j'ai participé à développer dans lequel on envisage demain en mieux. Ça semble un peu bizarre comme ça, dit en 2025 en ce moment. Mais c'est, je pense, la condition sine qua non de reprendre le pouvoir de l'imaginaire, de reprendre le pouvoir de l'utopie pour vraiment le faire advenir dans le présent et changer de cap radicalement, faire bifurquer notre société. Et c'est à la fois très enthousiasmant parce que ça permet d'avoir plein de conversations, d'oser se poser la question depuis nos privilèges, comment on peut oser poser d'autres questions et viser d'autres caps avec d'autres boussoles dans notre société. Et à la fois, c'est parfois un peu démoralisant. Et donc, en ce moment, je suis un peu, moi, dans cette phase démoralisée mais putain,
Ils sont bien organisés, les bâtards. Hein. Je suis un peu là-dedans, voilà, mais je suis quand même très heureux d'être là. Alors, je ne vais pas vous dire ce que je fais. Enfin, le livre que je vais me démarrer, c'est sur l'intelligence artificielle de Luc Ferry, que j'ai lu dans le train en arrivant ce matin. Voilà. Donc, plein de ouais. Mais je lis plein d'autres choses. C'est sympa de prendre le train, de pouvoir lire plein de choses. Et donc, voilà, dès que j'ai des livres qui m'arrivent, je les lis et je les bouquine avec plaisir. La dernière bonne nouvelle, c'est que ma fille ne s'est pas plantée au brevet blanc enfin, son brevet blanc. Elle avait prévu de se planter. Finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Donc, voilà sur la dernière bonne nouvelle que j'ai eue tout à l'heure avant de prendre la parole ce soir. Voilà pour répondre à ta question. Sinon, sur mon parcours, donc moi, j'ai eu un parcours scolaire sciences économiques et de gestion sur Lyon. Pas vraiment de reconversion, mais plutôt une chance de rencontrer des belles personnes et des personnes qui m'ont permis d'évoluer sur différents postes. Donc, j'ai d'abord fait ma licence en Allemagne. Donc là, j'étais avec des gens d'horizons très différents. Donc, ça, c'était un plus. Alors, j'avais plutôt l'habitude d'un microcosme lyonnais un peu enfermant peut-être. Donc ça a été très riche. Et puis ensuite, j'ai eu une vingtaine d'années en chambre de commerce et d'industrie où j'ai pu occuper des postes assez variés, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des créateurs d'entreprises, développement local, animation économique. Et je vais sans doute vous dévoiler un peu mon âge en vous disant ça, mais en 2004, à la Chambre de commerce, on a créé avec les entreprises une des premières chartes et labels développement durable. C'était ce territoire de Rome pluriel. Donc, voilà, c'était assez innovant à l'époque, ça n'allait plus du tout aujourd'hui. Mais à l'époque, franchir des pas dans le domaine du développement durable, c'était innovant. Voilà. Et puis, à la suite de mon expérience en CCI, j'ai été secrétaire générale d'un syndicat patronal, la CPME de la Loire. Et puis, pour mon plus grand bonheur, je suis arrivée depuis le 1er octobre à Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Merci pour vos présentations. On va quand même essayer de se donner un petit peu d'espoir. Hier, j'étais à un événement, justement, on parlait un petit peu de ces sujets un peu plus bas, on se disait, bon, on va quand même un peu résister, se serrer les coudes, créer un peu de peur de résistance à ces nouvelles nouvelles. Bon, on ne va pas rentrer plus dans ce sujet-là, mais en tout cas, si on devait avoir plus d'espoir, quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous en termes de profession, de la transition? Donc, j'ai compris que ce n'était pas nous de Luc Ferry sur l'intelligence artificielle. Hier, j'ai entendu que la plateforme du projet Gutenberg qui propose des livres en téléchargement libre avait cette fois, en ce moment-là, depuis quelques semaines, le premier livre le plus téléchargé aux États-Unis. C'est un livre pour saboter à l'époque, il me semble, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il est en téléchargement massif là, en ce moment aux États-Unis. Donc, pour moi, ça fait partie des bonnes nouvelles. C'est la dernière que j'ai entendue, en tout cas, que j'étais heureux de vous partager. Et l'ADEME qui est sur le point d'être démontée, peut-être, avec les visionnaires que nous avons au gouvernement, nous dit et a travaillé pendant de nombreuses années pour nous dire que les enjeux de transition écologique sont non seulement une bonne idée pour le climat, les sols, la pollution des rivières, de l'eau, etc., mais aussi une source d'emplois massifs. Eux, ils chiffrent jusqu'à 1 million d'emplois à horizon 2050 si on investit vraiment et qu'on se met à la hauteur des enjeux qui étaient pris, enfin des décisions qui étaient prises pour... mais ça semble tellement loin de se dire ce mot de la COP21. Vous vous souvenez, à Paris en 2015 ? Donc, si on essaie de rester sous les 1,5 degrés qu'on va dépasser dans les 2 prochaines années, mais ça, c'est à part, c'est juste à cause d'El Niño, donc ça devrait être temporaire, bien sûr. On peut avoir plus d'1 million d'emplois qui vont être créés. Vous avez suivi sans doute le travail aussi de l'équipe de Jean-Claude Lucie, avec le nom m'échappe, aide-moi, Manuel Forain. Dans le ils chiffrent, si je dis pas de bêtises, à plus 900 000, je crois, les emplois à horizon 2050. Bref, même si c'était de manière purement
froide, et calculatrice et stratégique, venir bosser dans la transition, comme on peut l'appeler. On l'appelle encore la transition? Appelons-la encore la transition. C'est en fait source de plein d'emplois. Ça, c'est purement froid, et je parlais à tous les ingénieurs dans la salle qui aiment bien les chiffres. Moi, j'ai pas du tout fait ces études-là. Et ce que je peux vous témoigner depuis 5 ans que je donne la parole aux personnes qui font les métiers de demain, c'est que je parle à des gens qui sont profondément vivants. Et je ressors d'une conversation d'1 heure avec eux à chaque fois en me disant, mais c'est fou, toutes les personnes géniales qu'il y a partout en France, qui sont parfois planquées, on passe à côté d'elles sans s'en rendre compte, elles sont occupées toutes à leur tâche, et non seulement elles sont occupées toutes à leur tâche, mais en plus à lever les obstacles du quotidien de notre époque, qui n'est malheureusement pas là pour faciliter la tâche de celles et ceux qui essayent de faire à côté, qui essayent de faire différemment, qui essayent de faire pour, et pourtant, elles rayonnent, elles irradient, elles ont un truc qui, tout de suite, dès qu'on s'en rapproche, nous font dire, mais même si on me donnait le choix de faire autrement, je ferais rien d'autre que de continuer à leur donner la parole et de me rapprocher de ces gens qui vivent déjà depuis les 2030 glorieuses et que je vois, qu'on le veuille ou non, comme cet immense filet de sécurité qui sont sous les trapézistes quand ils font leur numéro au cirque, vous voyez ? Et peut-être que la société, peut-être qu'un peu tout le monde, on est un peu sur ces trapèzes malgré nous. Et il y a des gens qui sont ce filet de sécurité extraordinaire et pour l'alimentation, pour les monnaies, pour tout un tas de choses, montrent déjà que si on se met au service du vivant, si on se met au service de ces causes qui nous sont chères, si on se met au service des enjeux de notre siècle, on peut avoir de l'emploi, mais de l'emploi pour une économie qui a du sens et surtout pour remettre la société dans le bon sens. Et ça fait 5 ans que je fais ça. J'avais commencé, et je termine en disant ça juste au rayon des bonnes nouvelles, en me disant trouver des nouveaux métiers, puisque c'est ce que je fais avec le podcast 2030 Glorieuse depuis 2020 maintenant. Ça allait peut-être m'occuper 1 an, 2 ans, je ne savais même pas ce que je voulais vraiment dire avec nouveaux métiers. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, en fait, il y en a trop, j'abandonne. Et j'en avais mis plus de 120, 130 en avant. Et je me rendais compte que ça, en fait, c'était des milliers, parce que parfois sur certains territoires, c'est adapté, c'est copié, c'est collé, c'est différent, mais un peu pareil, c'est mutualisé avec des touches de coopération, etc. Rien d'intelligence artificielle pour l'instant, mais vraiment c'est sans fin. Et en plus, c'est déjà là. Voilà, c'est les bonnes nouvelles que je voulais vous partager pour l'instant. Donc on rappelle, pour découvrir un peu tous ces métiers, cette centaine de métiers, c'est le podcast 2030 Glorieuse. Et il y a aussi des extraits dans ton livre. Ben oui, je vais t'approuver parce que c'est du concret. Il faut venir ensuite les lire et écouter le podcast. Alors, j'ai envoyé une étude qui est sortie là en février 2025 de Bolboulot qui a identifié 5 métiers de la transition qui recrutent en 2025. Je vous l'ai lu. Donc, il y a chef de projet de l'économie circulaire. Ensuite, responsable RSE en temps partagé pour les PME, les établissements intermédiaires, bon, c'est un peu précis. Manager du risque, on va dire en français. Responsable du vivant, donc des gens qui vont aussi savoir comment prendre en compte les enjeux du vivant, la biodiversité dans les entreprises. Et directeur ou directrice supply chain et achat durable. Voilà, pour un petit point d'actu sur les métiers. Alors, Isabelle, dans la transition, on parle aussi un peu de vocabulaire, donc on a un petit point de vocabulaire, de métiers verts, verdissants, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un peu, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on utilise encore une transition pour le métier? C'est vrai que quand vous êtes certainement confronté à cette question, quand vous êtes sur votre moteur de recherche en train de chercher un job qui pourrait faire sens pour vous, vous êtes là, mais en fait, je mets quoi? Parce que c'est un peu par c'est un actuel pour vous dire. Nous, une grille qu'on propose souvent, qui permet de voir un peu de mettre, d'organiser tout ça. En gros, on va parler souvent des métiers verts. Les métiers verts, c'est des métiers qui existent depuis, je dirais pas pour toujours exister, mais qui sont des métiers en lien avec l'environnement et qui existent depuis plusieurs années. Ça va être, par exemple, la gestion des déchets. La gestion des déchets, c'est un métier en lien avec l'environnement. Il y a un nouveau. C'est pas ce que vous allez peut-être trouver dans le nouveau métier, mais c'est des métiers en lien avec l'environnement. Donc, tout ce qui va être déchets, énergie, des approches qui sont souvent potentiellement assez techniques, des métiers qui vont demander des formations spécifiques là-dessus. Donc, on a toujours eu ces métiers verts qui existent. Ça peut être des métiers qui vous tentent. Dans ce cas-là, souvent, c'est une question de trouver
la formation qui est en lien avec ces métiers plus ou moins techniques. Après, on va plus en plus apparaître ce qu'on appelle les métiers verdissants. Et les métiers verdissants, pour nous, c'est ces métiers qui ont un savoir-faire particulier, pas forcément en lien avec l'économie, mais qui vont se verdir parce qu'on se rend compte qu'il y a besoin quand même de changer les pratiques. C'est vrai, par exemple, des restaurateurs qui se disent, ben voilà, je vais développer une offre de restauration végétale. Maintenant, je décide d'arrêter de cuisiner de la viande. Ça va être des personnes qui faisaient de la construction d'habitation qui se disent, ben voilà, maintenant, comment est-ce que je garde un savoir-faire de constructeur, mais je l'applique à des nouveaux matériaux, par exemple, ou avec une autre forme de construction. Donc ça, c'est une métier verdissant, c'est-à-dire on a un savoir-faire X ou Y, et on se dit, OK, ce savoir-faire peut faire un sens par rapport au monde planétaire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je l'ai fait évoluer? Après, un mot-clé que vous allez souvent entendre, c'est ESS, économie sociale solidaire. Alors, ce qu'il faut vous dire avec le terme d'ESS, c'est pour la peine, par rapport aux autres termes que je vous évoque, l'ESS, c'est très cadré. Enfin, il y a des critères pour dire qu'est-ce qui est ESS, qu'est-ce qui n'est pas ESS. Et finalement, c'est souvent plus large que ce que vous imaginez. Par exemple, là-bas, on va retrouver beaucoup de fondations, de mutuelles, des choses comme ça, votre mutuelle de santé, par exemple, dans l'ESS. Ce que je veux dire par là, c'est que ESS, ça peut être un mot-clé qui vous aide à trouver des métiers, mais tout ce qui est dans l'ESS, c'est pas forcément ce qui pour vous fait sens en termes de job. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un peu plus précisément comment on définit l'ESS. Et enfin, il y a ce que nous on appelle l'économie de la transition, qui sont un peu tous ces métiers qui vont créer une bascule de l'économie, tous ces métiers un peu plus émergents, dont on entend moins parler, et qui essayent de répondre à la question de OK, comment on propose une alternative à comment on fonctionne actuellement. Et donc, ça va être autant des réflexions autour des épiceries vrac, autour des nouveaux modes de transport, je pensais à nos traités boulanger solaire, voilà, là, on propose vraiment quelque chose de différent, une autre approche de l'économie. Et donc ça, nous, on met sous économie de la transition et très souvent, quand vous êtes en recherche de job pour transitionner, on n'a pas conscience de à quel point c'est large, quoi. Julien fait déjà un travail d'essayer de ratisser pour vous, mais c'est encore plus large que tout ce que vous pouvez imaginer. Et même sur Lyon, nous, on découvre toujours un peu des personnes qui créent ces alternatives, qui sont à la fois d'une alternative en termes de ce que ça propose, d'un point de vue économique, mais aussi d'une alternative en termes de quel quotidien, à quoi ça ressemble comme quotidien, comme compétences, etc. Sur justement le côté transition pro, Cyrielle, vous êtes aussi un peu aux premières loges des reconversions et aussi des secteurs qui ont besoin de métiers. Maintenant, Julien, esquisser un petit peu ça. Est-ce que tu aurais des éléments là-dessus? Tu pourrais nous en dire plus? Je vais peut-être le faire en plusieurs temps. Déjà, se dire quels sont les secteurs qui recrutent, c'est une question qui n'est pas simple, parce qu'il y a plein de secteurs qui recrutent aujourd'hui, et de se dire quels sont les secteurs qui recrutent en lien avec la transition écologique, c'est aussi très vaste. On vous parlait tout à l'heure de 120 métiers. Je pense qu'il y en a bien plus que ça. Donc moi, voilà, je dirais effectivement dans l'industrie, avec toutes les questions autour de l'énergie. Vous l'avez évoqué avec le BTP et une gros chantier de rénovation. Tout ce qui entoure de la santé et du soin des personnes, l'agriculture, bien sûr, le transport et j'en passe.
Non. Maintenant, pour revenir sur les dossiers qu'on accompagne nous à Transition Pro, j'essaie de regarder dans les dernières commissions d'instruction pour pas vous parler de manière théorique, mais vraiment des dossiers qu'on a accompagnés dernièrement et vous dire ceux qui me semblent être, alors je ne sais pas si c'est, moi j'ai pas vos mots, hein, mais verdissants ou transitionnés ou transitionnants, enfin bref, je sais pas trop, mais en tout cas, je vais vous dire ceux qui me semblent être liés à notre sujet du jour. Donc on avait des métiers comme ouvrier en éco-construction qui sont apparus, direction RSE, tu as cité tout à l'heure effectivement Clémentine, mécanicien du cycle. Ça, c'est des nouveaux métiers qu'on avait peu jusque-là et qui apparaissent en termes de financement. Mais, et surtout, on a des touches RSE dans certains, et là on l'évoquait tout à l'heure aussi, dans certains plus nouveaux métiers, mais avec c'est plus des parcours qui nous font penser que c'est effectivement des parcours liés à cette transition. On a des agriculteurs qui se disent éco-agriculteurs, contrôle technique des véhicules légers, chef de projet de rénovation énergétique, manager de projet de construction. Et puis tous les métiers de l'artisanat. On évoquait éco-agriculteurs, mais on a aussi des artisans, boulangers, bouchers, pâtissiers qui seront sur l'idée du circuit court, qui viennent d'autres domaines d'activité et qui trouvent plus de sens dans ces métiers-là. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, en tous les cas, sur les métiers qui recrutent aujourd'hui, qui recrutent demain, c'est qu'on a nous réfléchi sur cette question-là et créé une liste de métiers à forte perspective d'emploi aujourd'hui et demain en Europe. Et pour aller plus loin sur cette thématique-là, avec un certain nombre de partenaires comme Bien Compétences, France Travail, le Conseil régional, le Vopco et le CREFOP, on a créé un outil qui s'appelle Mode. Une personne, c'est bien un outil interactif, mais qui permet de découvrir les métiers de demain, de forte perspective d'emploi. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de le trouver sur Internet ou là, sur nos ordinateurs, et qui permet d'avoir des idées de métiers avec le niveau de salaire et les 10 entreprises prêtes à vous renseigner sur vos questions de recherche aussi qui sont possibles par département. Donc, voilà. Donc, l'outil là, tu l'appelles comment? MAUBE, comme le prénom Mode. Transition Pro. Voilà, vous trouverez beaucoup d'outils qui sont liés à des prénoms. On a Lise, on a Cléa, on a Maude. Voilà, donc pour découvrir les métiers, c'est avec Maude que vous partirez en voyage. Ça va jusque-là? Oui. Ok. Pour illustrer une transition, je vais inviter Aurélien à témoigner en quelques minutes. Aurélien, tu n'es pas passé par l'accompagnement Transition Pro, mais tu es en passé par l'Institut Transition, mais pas que. Donc, pour illustrer une transition sur quelques années, après peut-être en cours, on verra. Tu peux nous en dire plus? Yes. Alors, déjà, cette reconversion, elle a démarré en 2019 et il n'y a pas eu de déclic par rapport à cette transition. C'est quelque chose qui a pris plusieurs années. J'ai dit, j'avais travaillé 6 ans dans l'industrie. Je vais commencer au Creusot, du coup, à travailler dans une boîte de prestation, une boîte de consulting. C'était facile parce qu'après le lycée, j'ai fait une école d'ingénieur et une fois sorti de l'école d'ingénieur, on a la chance d'être appelé par plein d'entreprises pour venir travailler pour elles. Et du coup, j'ai accepté cette une opportunité là-bas. Donc, j'étais resté dans les 2 fleuves du Manche-Roi, comme ça a été un petit peu évoqué. Et je suis resté 3 ans là-bas. Et il y a des petites choses qui ont commencé à germer. Alors sur le moment, je ne savais pas, mais c'était déjà de voir qu'on délocalisait, qu'on faisait des remplacements, on changeait des produits pour aller vers la Chine, vers l'Inde, alors qu'on avait des fournisseurs en France. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai voulu changer, de me rapprocher de lui.
Et là, mon manager me dit, ah, on a une super opportunité à Sochaux, du coup, dans l'est de la France, sur Montbéliard. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, il y a le fromage là-bas, c'est bien sympa, mais ça faisait un deuxième bassin sinistré. Moi, je ne connaissais pas bien, mais la plaque de l'automobile, dire pour la logistique, pour la supply chain, tout ça, ça fait bien sur un CO. Franchement, tu devrais y aller. Donc, bon, moi, je continue à suivre, du coup, sans forcément prendre de choix différents. Et donc là, 2 ans, Sochaux Montbéliard, à travailler dans l'automobile. Et là, il y a d'autres petites choses qui apparaissent, d'autres petites dissonances qui se rajoutent. Le but, c'était dans l'équipe, on essayait de réduire le coût de fabrication des véhicules via le transport. Donc, on essaie de changer, de délocaliser certains sites, de rassembler d'autres sites pour faire des économies de quelques centimes, mais multiplié par 100 000 véhicules sur une année, bah, du coup, ça fait des sous. Et sans voir le côté autre que l'aspect vraiment purement rentabilité sur un produit, sur une voiture. Et sauf que derrière, en continuant à se balader dans la ville pendant 2 années, je tombe sur une première manifestation. C'était des habitants et des habitantes, des commerçants, qui s'étaient réunis pour pouvoir justement dire non à des baisses de cadence, notamment de l'usine Alstom côté TGV. Et pour dire non, parce que si jamais on ferme de nuit, et ben derrière, c'est des personnes qui vont partir, c'est moins d'emplois, et derrière, c'est moins de personnes pour aller en boulangerie, c'est moins de personnes pour aller dans tous les petits commerces d'un centre-ville. Et puis moi, je participais alors du coup, côté automobile, à justement permettre d'aller plutôt construire en Espagne ou dans les pays de l'Est. Et puis en plus, on remplaçait le flux par des camions. Et les camions, je les voyais dès que je faisais les allers-retours les week-ends, parce que du coup, on avait des longues séries de camions sur l'autoroute. On était souvent bloqués, difficile de doubler. Donc ça, je le disais. Je dis, non, parce que c'est facile de faire qu'on est dans son job de se mettre dans une position de sécurité, de voir un peu les côtés un peu négatifs. Et sauf que là, du coup, je l'ai vivais le week-end. Donc ça faisait des dissonances de plus. Au bout de là, j'ai retombé dans le manager, mais maintenant j'aimerais bien changer. Et puis, j'aimerais bien aller dans le développement durable, dans l'environnement, parce que là, on a des véhicules, des voitures, participer à tout ça, c'est allé de moins en moins. Et donc là, finalement, on va te rapatrier du côté de Lyon. Et là, je suis allé travailler dans une entreprise un peu après un peu après Saint-Étienne. Et là, c'était une nouvelle dissonance. Alors, pas par rapport spécialement à ce que je faisais, mais plus à ce que je vivais. C'est-à-dire que du coup, tous les matins, beaucoup de trajets pour aller à Saint-Étienne, tous les matins, on était bloqué à l'année, bloqué au retour. Enfin, c'était la même chose. Donc, on se dit, mais à un moment donné, je me suis dit, il faudrait trouver un métier dans une plateforme pour que séchage le bleu. Du coup, ça serait cool. On éviterait de faire 3 heures chacun chacune par jour, ça serait chouette. Et voilà, puis à la fin, vraiment trop épuisé. Épuisé par ça, manque de sens. Donc ça, je commençais à mettre des mots dessus. Et c'est ce qui m'a poussé à vraiment dire, voilà, je ne peux plus, il faut que... Alors, on m'a aidé aussi dans mon entourage en me disant, voilà, il faut limiter. Essayer de changer, de voir autre chose. Donc ça a conduit à une rupture conventionnelle, du coup, en mai 2019. Et sauf qu'après cette rupture, j'étais juste épuisé, mais je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire et où aller. Et là, j'ai commencé à chercher déjà des associations, parce que du coup, j'avais du temps. Et il se trouve qu'un an avant, j'avais assisté à un ciné-déclic, un ciné-défi à la bibliothèque La Perdure, à Ciela. Du coup, c'était Grand Saphir. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu. Donc, c'était le premier film que je voyais avec plein de personnes, du coup, motivées sur ces sujets d'écologie et ces enjeux. Donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers Ciela. Vers Ciela, j'ai découvert dans le magazine Agir, j'ai trouvé une petite annonce sur les coopératives de nos supermarchés.
Donc je me suis dit, chouette, du coup, je vais rejoindre ça. Et une troisième association que j'avais vue, c'était la Fresque du climat, qui me plaisait beaucoup parce qu'avec ce côté scientifique, c'était aussi quelque chose qui me touchait plus facilement sur les aspects de carbone, de CO2, de climat. Et avec le temps, je pouvais regarder davantage de choses. Donc, c'est ces trois actions vers lesquelles je me suis tourné. Mais en parallèle, je n'arrivais pas à trouver de travail. Compliqué. Mon premier aide est venu via une conseillère de la PCITA. Donc, la PCITA, c'est comme le cadre d'emploi, c'est des plateformes pour aider trouver des jobs et aussi des conseils de conseillères pour pouvoir aider les candidats. Donc là, on m'a orienté vers le fait de trouver une mission, de trouver une formation, pardon, de trouver aussi chercher à avoir de chercher du réseau. Mais ce qui me manquait, le constat, c'était que j'avais à la fois ni réseau, ni formation, ni expérience dans le domaine de l'écologie et de l'environnement. Donc c'était un petit peu compliqué, mais il fallait peut-être commencer par là. Donc via les associations, j'avais pu déjà mettre un pied là-dedans. Et ensuite, on m'a orienté pour les formations. C'est là, en cherchant, je suis tombé sur Nouvelle Voie. Et ce que j'ai commencé en 2020-2021, donc la formation sur un an. Et c'est au cours de cette formation que j'ai pu vraiment creuser et aussi développer le réseau, explorer ces sujets. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais gagner. Il m'a fallu du temps parce que du coup, ça a pris un an de plus et encore après un an de recherche. J'ai fini par trouver une opportunité à la LEC, justement en tant que chargé de mission à l'accompagnement. C'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. En gros, c'est une politique France Rénov qui aide sur tout ce qui est rénovation qui accompagne un peu tout le monde. Et voilà, du coup, ça m'a mené. En parallèle, j'ai quand même pu, via l'Institut, aussi développer, explorer le domaine du compostage et pouvoir me former là-dessus. Donc, pas mal d'années d'exploration finalement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est partagé avec tout le monde, mais je pense que c'est important de le dire aussi, hein, c'est qu'une transition professionnelle, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Souvent, c'est pas mal d'années de réflexion, voilà, on se cherche, on teste, on va pas mal explorer justement les manières ensuite de savoir un peu vers quoi on veut aller. Mais je trouve que tu l'as bien illustré aussi un peu cette quête qui a pris quelques années jusqu'à ce que tu trouves une voie qui aujourd'hui te correspond, et ce qui ne veut pas dire que tu n'évolueras plus là-dessus dans le futur, hein, puisque on ne trouve jamais forcément le graal absolu et le métier ou la structure qui va nous convenir pour le reste de notre vie. En tout cas, voilà, on chemine vers ce qui nous convient. Aussi, on évolue et puis du coup, on passe aussi à d'autres choses. En cheminant, on trouve aussi de nouvelles quêtes et de nouvelles choses qui nous animent, quoi. Et on se découvre de plus en plus. Merci pour ton témoignage. Tu as abordé en fait beaucoup de points qu'on va aller un petit peu creuser dès à présent. Voilà, Cyrielle, par rapport au profil que vous voyez à Transition Pro, alors Transition Pro, c'est peut-être encore un petit peu plus pour lui, mais ne vous inquiétez pas, on va ensuite détailler ce que fait concrètement Transition Pro. Mais vraiment, vous, les personnes que vous voyez suivre ces parcours, quels sont-elles? Alors, difficile de définir un profil type, mais c'est souvent des personnes qui ont plus d'eux ou moins d'eux. En tout cas, qui veulent plus d'eux ou moins d'eux. Alors, on a des personnes qui veulent plus de sens, comme Aurélien. On a des personnes qui veulent plus d'humain. On a des personnes qui veulent plus de liberté. On a des personnes, et encore nombreuses, qui veulent plus de sous. On a des personnes qui veulent moins de vivre pro, personnes en risque d'inaptitude. Hein. On a aussi ça parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui ne choisissent pas, mais qui doivent se reconvertir en fait, qui n'ont pas le choix, sinon c'est l'inaptitude qui les atteint, quoi. Et puis, on a aussi des gens qui veulent moins de contraintes. Donc, je ne sais pas si ça définit un profil type, mais en tout cas, j'ai l'impression que pour changer, c'est souvent
qu'il y a quelque chose qui déstabilise et qui nous force un peu à trouver une autre voie. Et d'ailleurs, on en parlait aussi ensemble, on voit que les transitions professionnelles, ça concerne vraiment des personnes de tous les âges, en fait, que ce soit des personnes qui viennent d'être diplômées, qui se rendent compte que finalement, le choix d'études qu'elles ont fait, ça ne leur convient pas, des personnes qui ont quelques années, quelques dizaines d'années d'expérience et qui se disent, en fait, finalement, je me rends compte que j'ai envie d'aller vers ce qui me correspond plus. C'est vrai que j'étais assez surprise, effectivement, rien que par vos âges à vous, de se dire ils ont déjà des parcours de transition professionnelle, vous êtes bien jeunes. On avait l'habitude avant d'envisager une transition professionnelle liée à l'usure, de se dire, au bout de 30, 35, 40 ans sur un métier physique, de se dire, je suis plus capable, je voudrais changer. Et là, maintenant, on se retrouve face à des profils jeunes qui ne subissent pas la transition professionnelle, mais qui la choisissent en fait. Et c'est vrai que c'est très nouveau. On a aussi tout un phénomène de réflexion sur l'ancrage vie pro, vie perso, de se dire des personnes qui à un moment donné se disent je ne veux plus tout donner en termes de vie professionnelle. Et je suis prêt, je parlais de plus de sous, mais je suis prêt à gagner moins si ça a du sens, si ça me permet de m'épanouir, si ça me permet d'avoir aussi une vie personnelle où c'est plus équilibré avec mon conjoint, ma conjointe. Et voilà, ça c'est vraiment des nouveaux parcours de transition professionnelle. Je crois que Julien, d'ailleurs, ce sujet aussi de rééquilibrer un peu les choses entre le travail, la vie pro, c'est un sujet qui te parle pas mal. Tu veux dire un mot là-dessus? Mon père, à part me dire qu'il fallait que je réussisse dans la vie en trouvant un bon boulot, il passait, lui, ses 70-80 heures au taf chaque semaine. Et on grandit toujours soit en suivant, soit en opposition totale de nos parents. Et moi, de me dire qu'en fait, je le voyais que sur le canapé en train de regarder le Formule 1 le dimanche parce qu'il n'y avait pas d'énergie pour faire autre chose que ça, c'était pas vraiment la vie que je me voyais avoir. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans un moment où on peut se retrouver à se poser la question de vers quoi on a envie d'aller pour s'accomplir professionnellement, la question aussi de oser se dire mais comment j'ai envie de le faire et quelle place j'ai envie de laisser à mon métier en conscience dans sa vie. Je me rends bien compte que ça peut être difficilement entendable que de se dire mais attends, en fait un métier c'est 5 jours par semaine et puis un salaire, on a besoin de vivre parce que tout un tas de choses, des enfants et tout, oui bien sûr je sais tout ça. Et à la fois on peut aussi se poser la question mais de quoi on a besoin encore. Je me rappelle mais vraiment comme si c'était hier en venant, je repense à ça. Je lisais un livre, mais c'était 2007 peut-être, No Impact Man, un gars, Colin Beaven, aux États-Unis, qui décide d'avoir 0 empreinte carbone. Et le mec, à un moment, dit, mais si je me suis rendu compte un jour que, en fait, je travaillais en plus pour derrière payer des trucs que j'aurais pu faire moins. Et en fait, quelques heures de boulot en moins me permettaient de faire ces choses-là moi-même et du coup d'économiser. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte que je travaillais en plus pour m'acheter des trucs dont j'avais pas besoin. Et en fait, quelques heures en moins m'ont permis de me poser la question de mes besoins, etc. De là à dire qu'on va tous réussir à bosser 20 heures par jour, 20 heures par semaine, comme ils le disent dans Palace pour tous, on n'y est peut-être pas encore. Mais je me dis, au moment où on ose tout rebalancer, tout questionner, se dire, et tiens, le pourquoi, ok, le comment. C'est chouette de se poser cette question. Et pas plus tard que ce midi, on me présente quelqu'un qui me dit « Ah, mais moi, j'adorerais changer de boulot. » en plus, le mec bossait dans la vallée de la chimie et tout, vraiment. Je n'imaginais pas les conversations qu'il aurait dans quelques années avec ses enfants, mais bref. Et le mec me dit « Mon rêve, c'est d'être menuisier. Un jour, j'arriverai à travailler avec mes mains et tout. » Je lui dis « Mais alors, pourquoi tu t'y mets pas ? » Tu comprends, c'est compliqué. Et puis, maintenant, le remboursement de la maison et tout. Et puis, je lui dis « Mais... tu n'es pas obligé de commencer à être menuisier à temps plein. Tu peux peut-être prendre un jour et commencer une formation comme ça. Tu te mets au 4-5e sur ton boulot de merde, qu'il me présentait lui-même comme un boulot de merde, pardon pour le raccourci. Et puis, tu te lances, ta formation et tout. Le mec, il m'a regardé. J'avais l'impression que je venais d'ouvrir les portes du 7e ciel comme ça devant lui. Il n'y avait jamais pensé. Ça faisait des années qu'il était coincé dans son truc. Et aussi cette quête de perfection dans laquelle on baigne un peu toute notre vie de situation parfaite
on change situation parfaite, ça le bloquait, c'était pas les alternatives qui sont, c'est sûr, imparfaites. Et je me disais, le gars, en fait, il va commencer à tâter ça et il va exactement vivre ce que tu as vécu, à savoir te créer un réseau, prendre confiance en soi, se rendre compte de besoins qui sont vraiment des besoins assumés ou des besoins qui sont imposés ou subis, et puis peut-être se poser la question de bifurquer ou se rendre compte que à la 8e écharde en 2 heures, en fait, menuisier, c'est pas ouf, quoi. Mais au moins, tout de suite, plutôt que de caresser son rêve pour qu'un jour il se dise, ah, si j'avais, et de jamais avoir la réponse à ce fameux si jamais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et ça, je vais rebondir dessus parce que je trouve que c'est une clé qui fonctionne et qui est expérimentée, puisque quand j'ai été revenue, j'étais ingénieure automobile, et quand j'ai eu l'idée de créer une association, il me fallait un petit peu de temps, donc j'ai demandé à mon employeur de passer au 4/5e. Et c'est vrai que souvent on dit le temps partiel, c'est pour les partenaires ou je ne sais quoi, mais en fait on peut aussi, je dis pas que l'employeur va forcément accepter, mais en tout cas on peut tenter de revoir son temps de travail. Donc, je passe au 4/5e. Après, je passe au 3/5e. Et puis, j'ai un collègue aussi dans mon entreprise, lui, il était passionné de musique. Il faisait de la musique à côté du travail. Et pareil, en fait, il est passé au 4/5e. Après, il est passé au 3/5e. Donc, voilà, je ne dis pas que ça a forcément fait de moi à l'employeur, mais en tout cas, voilà, on a pu trouver ces arrangements pour que, d'une certaine manière, on garde notre sécurité financière, le temps de lancer mon projet, et que l'employeur garde aussi des personnes qui avaient un peu d'expérience et qui ne voulaient pas trop partir. Bon, voilà, ça, en tout cas, je le dis parce que, comme tu disais, on ne pense pas forcément, mais parfois, ça peut vraiment ouvrir les portes. Samy, tu avais abordé justement un petit peu des quêtes des personnes, tu avais des quêtes de liberté, etc. Je vais plus un petit peu diagonale. Désolée pour la feinte. Exactement ce que voilà, c'est ça. Il y a justement vous avez identifié à l'Institut des quêtes particulières, donc on va retrouver une partie de la scène que tu as évoquée qui justement motive les personnes à changer. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, je pense qu'il faut se dire déjà la réflexion qui a été faite sur l'auteur des quêtes, c'était vraiment qu'est-ce qui amène les personnes à cette réflexion de jobs qui vont dans la transition écologique et solidaire. Et souvent, on a 5 quêtes qui reviennent souvent. Alors, la quête de sens, on en a parlé pendant une heure, on va en parler pendant une heure et demie. Clairement, elle touche quand même la grande majorité des personnes. Mais en gros, de se dire à quoi sert le job que je fais, quelles sont les actions finales de l'organisation. Donc, un peu la quête de sens. Après, on peut être aussi animé tout simplement par la quête d'utilité, c'est-à-dire que, en fait, les compétences que j'ai servent. C'est-à-dire je sais bien faire ce que j'ai à faire et je vois que le fait d'être présent contribue au fait que les choses avancent. Donc, il y a ça, des fois, la quête d'utilité, on peut des fois être dans une organisation qui fait sens pour nous, mais se sentir inutile pour X raisons. Et après, nous, on a bien aussi parlé des 3 autres quêtes qui sont la quête d'aventure. Donc, tout simplement, on a envie de transitionner pour dire, en fait, j'ai envie que ma vie, ça soit quelque chose un peu plus incroyable, quoi, tout simplement. Alors, ça va se verbaliser sous plein de formes. Ça peut être la piste que je vais raconter à mes enfants. J'ai envie de le faire rêver, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, par exemple. Ceux qui ont de la quête d'aventure, souvent, ils vont avoir ce vocabulaire de « je veux sortir de ma zone de confort », j'en ai marre de la routine, des choses comme ça. Et donc là, de la même manière, même si vous êtes sur un job qui a du sens, si ça vous remet dans une routine, une zone de confort, vous ne serez toujours pas épanoui professionnellement. Donc, après la quête d'aventure, ce que vous pouvez avoir, c'est une quête de lien. On voit beaucoup, par exemple, dans le secteur associatif, beaucoup de personnes viennent dans le secteur associatif pour de la quête de lien, tout simplement, pour se dire, j'ai plus envie d'être derrière un PC tout seul, surtout maintenant un peu du télétravail, du flex job, etc. Si vous servez à ces mots-clés, vous voyez très bien de quoi je parle. Quand vous êtes derrière votre PC, vous éteignez le PC, vous retournez dans la cuisine pour faire votre plat. Voilà, vous pouvez être sensible à la quête de lien.
de vous dire d'être avec d'autres humains qui sont à la fois mon équipe, mais aussi potentiellement des bénéficiaires avec qui vous allez interagir, des personnes dont vous avez envie de changer un peu la vie. Donc, c'est ça, la quête de lien. Et enfin, vous pouvez être animé par la quête d'apprentissage. Tout simplement, de vous dire, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est un petit peu différent de la quête d'aventure. Souvent, il y a une certaine résonance quand même. Mais la quête d'apprentissage, voilà, c'est tout simplement de se dire, soit avoir un job qui nous laisse le temps d'apprendre des choses à côté. C'est un peu ce qu'on disait sur le fait de aussi se laisser d'avoir un job qui nous permet d'avoir de l'espace à côté. Mais ça peut être aussi tout simplement un job qui est challengeant, qui vous pousse à devoir apprendre, à devoir rester en veille sur les sujets, à devoir rencontrer des personnes pour découvrir de nouvelles thématiques, quoi. Et donc c'est toujours intéressant pour vous, là, surtout les personnes qui ont levé la main à la question de réflexion de transition, de vous dire c'est quoi les quêtes qui vous animent, parce que c'est pas parce que vous êtes dans la transition que le nouveau job que vous avez va répondre à la quête qui vous anime. Et je réponds d'avance à la question, vous pouvez avoir plusieurs quêtes. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule quête. Souvent, vous en avez plusieurs qui vous animent. Il y a quand même une certaine hiérarchie. En général, on va dire, moi, c'est vraiment, je sais pas, la quête d'aventure en ce moment qui est prégnante pour moi. Et vous dire, la quête de lien, pour moi, s'il y a du lien, s'il n'y en a pas, je peux faire des compromis, par exemple. Donc voilà, donc 5 quêtes de sens, d'utilité, d'aventure, de lien et d'apprentissage. Et pour vous aider un peu à décider au sein des jobs que vous allez chercher. Je vous invite peut-être à réfléchir, pourquoi pas à noter sur votre carnet, dans votre tête, là où les quêtes qui vous parlent particulièrement, et peut-être de continuer à réfléchir à l'avenir pour vous guider un petit peu. On a parlé aussi de la question de frein, voilà, de dire, en fait, je peux pas l'amener parce que j'ai la maison, les enfants, après, etc. Enfin, c'est des choses qui reviennent aussi fréquemment. Donc, je vais encore te renvoyer la balle, Isabelle, sur justement les freins plutôt psychologiques cette fois. Alors, tout à l'heure, je rappelle, Aurélien a identifié des freins objectifs, entre guillemets, on n'a pas l'expérience, on n'a pas de raison, on n'a pas la formation qu'il faut, mais parfois, là aussi, on s'auto-bloque, on va dire, au niveau psychologique, quels sont ces freins? Je vais évoquer un peu un premier, quand même, dans le domaine, par exemple, financier. Une première question qui peut être intéressante à se poser, c'est déjà, qu'est-ce qui vous sécurise? Ou qu'est-ce qui, du coup, le deuxième pendant, qu'est-ce qui vous insécurise? Un truc que nous, on a pu voir sur les personnes qu'on a accompagnées, c'est que vous ne positionnez pas si vous n'êtes pas sécurisé. C'est-à-dire, si vous vous sentez en insécurité, vous n'allez pas prendre de risques. Vous n'allez pas quitter un job que vous connaissez, votre zone de confort. Donc, déjà, pour essayer de faire ce pas, ça vous demande de rationaliser. OK, qu'est-ce qui me sécurise? De combien j'ai besoin pour vivre, par exemple? Sur ça, il y a un exercice des écolos humanistes, j'oublie tout le temps l'anagramme, c'est le revenu par le bon. Ouais. Que je vous invite à chercher sur les écolos humanistes. Mais voilà, de vraiment mettre un chiffre sur c'est quoi ce salaire minimum dont j'ai besoin pour vivre. Et souvent, on a de bonnes surprises quand on le calcule. Ça existe. Quoique, on a beaucoup de gens qui viennent à l'Institut en disant justement, moi j'adore quand on l'a formulé comme ça, moi il faut que je transitionne vite avant que mon enfant soit capable de comprendre ce que je fais. Que motive. Donc voilà, donc des fois ça va dans le sens, les enfants, ça motive et ça peut faire peur. Mais voilà, en termes de sécurité, il y a plein de choses qui peuvent vous sécuriser. Ça peut être le fait de vous dire, vous avez des personnes sur qui compter. Ça peut être le fait de vous dire j'ai déjà un diplôme qui a un certain parachute, dans le sens où c'est facile de retrouver du taf dans ce job si besoin, que vous avez potentiellement la tête bien faite, qui vous permettrait d'apprendre facilement d'autres jobs si besoin. Donc bon, faire ce petit bilan sur la sécurisation, mais en tout cas, essayez de rationaliser les craintes que vous avez en disant, voilà, où est mon seuil de sécurité.
autre frein qu'on peut avoir, que nous on voit beaucoup, c'est les freins de la légitimité. Le fait de se dire, j'aimerais bien aller sur tel taf. On parlait de menuisier par exemple. Mais voilà, est-ce que je suis légitime? Alors quand on va sur les sujets de transition, la question se pose d'autant plus. Ok, mais qui suis-je moi pour parler de transition écologique ou de solidarité? Par exemple, quand ça fait 15 ans que je bosse chez un pétrolier, par exemple, pour avoir une SOCA à l'Institut. Donc voilà, et nous, quelque chose dans lequel on croit beaucoup, qui est déjà de se dire, si vous avez cette envie, vous êtes la bonne personne pour le faire, quoi. Parce que si c'est pas vous qui le faites, on va manquer de personne et on manque déjà de personnes. Donc il y a déjà ce truc de dire, si vous l'avez envie, c'est déjà un gage de vous êtes la bonne personne pour transitionner et aller vers ce job. Et après, derrière, la légitimité que vous allez construire par rapport au métier, au job, au secteur que vous visez. Si d'abord vous voulez faire une co-rénovation, on va quand même demander que vous ayez certaines compétences. Ça se construit. Vous allez, il y a des, soit c'est des formations, soit c'est du terrain, de l'expérience sur le terrain qui va vous permettre de construire cette légitimité. Mais en gros, se pose la question de me dire, qu'est-ce qui peut me permettre de gagner en légitimité? Parce que c'est pas une fatalité en soi, la légitimité. C'est pas, j'ai pas de légitimité, donc je m'arrête là, d'une certaine manière. Et après, le dernier frein souvent que j'évoque, surtout sur les profils, les cadres, c'est un peu le frein de la cage dorée. Si ça vous parle peut-être pas. Mais ce que j'entends par la cage dorée, c'est que finalement, potentiellement, le job que vous avez, ça paye bien, c'est plutôt bien reconnu socialement, pour Israël. Votre père qui voulait un bon avenir pour vous, est très fier de vous, d'une certaine manière. Donc, c'est ça la cage dorée. En fait, c'est le fait que vous êtes coincé dans une certaine cage. Nous, tout est bien à l'intérieur, tout est confortable, il n'y a pas de quoi se plaindre d'une certaine manière. Et donc ça, souvent, c'est un frein qu'on voit beaucoup avec les profils cadres un peu plus seniors, c'est de se dire, je quitte une situation qui est très confortable. Mais en fait, il faut se dire que si à un moment vous êtes malheureux dans votre job, ça devrait tout simplement légitimer le fait de vous dire que c'est plus acceptable, en fait, d'une certaine manière. Et même s'il y a plein d'avantages qui sont décrits par ailleurs, en fait, si vous êtes malheureux, ça devrait déjà être quand même quelque chose qui, dans la balance, pèse assez fort par rapport à ces différents avantages. Donc voilà, ça, la cage dorée, c'est quelque chose que nous, à l'Institut, on voit en un an, elle est très présente. Et après, le but, c'est d'accompagner ça aussi et de se dire, c'est OK, comment on sort de cette cage dorée, quoi. Ça vous parle, justement, ces freins, ces questions? Ouais. Liste non exhaustive. Pareil, un petit exercice que vous pouvez faire, justement, peut-être reposer, ce serait de vous dire quels sont les freins et est-ce que je peux trouver des moyens de les dépasser. Pour revenir là-dessus, toi, par rapport aussi à toutes les personnes que tu as pu croiser, est-ce que la question de quête, des freins, c'est quelque chose que tu as pu aussi beaucoup retrouver dans les témoignages que tu as recueillis? Première question. Et ensuite, est-ce que tu aurais peut-être aussi des conseils pour trouver vraiment ce qui nous parle le plus? C'est dur de donner des conseils. Je trouve que ça met dans une posture qui n'est pas évidente. Ce que je peux vous partager quand même sur ces 5 années d'échange, si je reste vraiment avec cette casquette des 2030 Virus, c'est ce que m'a dit Ulysse Bouot il me semble que c'est la deuxième personne que j'ai interviewée en 2020 maintenant, qui lui est ingénieur, Ulysse, et avait mené un projet assez chouette qui avait encore une trace en ligne, s'appelle La Route en commune. Il avait tourné dans son fief, à savoir le Calvados, à vélo, et il interviewé de mémoire une 50aine d'élus, des maires de communes. La plus petite étant, je sais plus, 200 habitants, je crois, et la plus grande étant Caen. Donc, des petits écarts. Et il posait toujours les mêmes questions. Il avait le questionnaire standard. Et il s'était rendu compte à la fin de tout son périple qu'il avait à chaque fois sur chaque question tout et son contraire. Et que les maires se mettaient eux-mêmes leurs propres limites, qui le lendemain étaient renversées d'une manière mais vraiment diamétralement opposée par le maire d'à côté.
vraiment sans aucun lien avec une question de moyens, de compétences ou quoi. Parfois, c'est juste une question de perception. Et en fait, je me rends compte maintenant, à force d'interviewer les gens en 2032 sur leur métier, que d'une certaine manière, tous et toutes m'ont dit quelque chose qui est absolument vrai pour eux et à l'opposé de ce que me disait une autre personne qui pourtant était tout à fait en droit de le faire. Et c'est fou de se rendre compte à quel point on a des expériences qui sont quand même très propres. Et pour certains, ça va être le réseau qui a tout changé, et d'autres me diront non, pas du tout. Moi, c'est en fait le culot qui a tout changé. Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment le talent qui a tout changé. Non, moi, c'est vraiment le hasard qui a fait que. Et ils ont tous raison. Et c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que c'est leur propre vérité et c'est peut-être à force d'oser, je ne sais pas si c'est se l'admettre, la considérer qu'ils ont réussi à s'y mettre. Mais ce qui est sûr, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que en général, ils ont admis qu'ils ne seraient jamais parfaits et que c'était finalement tant mieux. Je me permets de poser la question quand même, mais peut-être qu'elle est dans la salle, cette personne parfaite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ici qui est parfait? Ah, on a une main qui s'est levée quand même. L'imperfection, je pense vraiment, c'est la condition sine qua non de ce mouvement et de l'accepter comme une chance. C'est quelque chose qui est en fil conducteur des personnes à qui je donne la parole. Dis-moi la deuxième question que tu me posais, Clémentine. C'est comment on peut faire pour trouver les sujets qui nous parlent? Utiliser cette imperfection comme une bonne raison chaque jour d'aller vers ce sujet qui peut potentiellement nous parler, non pas en prenant comme quelque chose de définitif, parce qu'on risque d'être très déçu quand même si on se dit ah ça y est, cette fois c'est l'éclair, c'est l'épiphanie, c'est le coup de génie. Demain c'est bon. En fait, on est souvent quand même le passage à la réalité est toujours un passage un peu difficile. Ne rencontrez jamais vos héros d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui me fascinaient, je ne donnerai pas les noms, mais Yann Arthus Bertrand, vraiment, non, pardon. Mais c'est fou, on idéalise tout, on idéalise les situations, on idéalise les rôles, on idéalise les personnes, et quand on se confronte à un truc, forcément, il y a plein de choses qui font que. Et pourtant, à un moment, il y a un truc qui fait que ça marche. Et ça, c'est quand même très personnel, très intuitif. Et ça, c'est du coup ma dernière pépite, mon dernier partage, se rendre compte qu'on nous a créé une sorte de mal-être rationnel, rationalisant, je ne sais pas comment dire, vis-à-vis de notre carrière professionnelle, où ça doit être quelque chose de froid, de réfléchi, de logique. On entendait que ça pouvait être un bon point sur le CV d'aller gâcher ces 2 années à Sochaux, parce que ton CV était très content, et j'imagine qu'il te tape dans la main tous les soirs pour ce beau sacrifice d'être là-bas. Mais c'est vrai, souvent on a cette approche très, très rationnelle, très pragmatique, qui me semble est vraiment le pire truc à faire quand on parle de métier. Je pense qu'il faut laisser beaucoup plus de place à l'intuitif et oser s'écouter sur ces sujets. C'est vrai, ça passe par l'écrit, ça passe par l'introspection, ça passe par plein de choses. Mais putain, quand on le sent, et quand on le sent pas, on le sent pas. Et d'oser laisser cette voix intérieure de la place, de la reconnaître, d'apprendre à l'écouter, ça se fait pas tout le temps avec de la réussite non plus. C'est un travail qui, moi, maintenant, est devenu une boussole essentielle. Et ce qui fait que c'est encore plus personnel, finalement, comme quête, et ça apporte encore moins de réponses à tout ce que je vous ai donné. Donc, finalement, je crois que je fais que vous embrouiller et que je vais arrêter de répondre. Ce serait peut-être plus pratique. Tu continues. Pour sauver la légitimité de tes propos quand même. Non, mais là où je suis assez d'accord, c'est que cette question de c'est quoi qui vous anime, c'est vraiment la question centrale. C'est-à-dire que demain, vous posez un CV dans n'importe quelle structure de la transition en disant moi, j'ai envie de bosser pour la transition. Il y a un peu un truc de OK, il n'y a pas de souci, mais enfin, on en a plusieurs d'une certaine manière. Donc, ce qui vous permet d'exister dans le secteur de la transition, c'est quand vous mettez un peu une identité de vous, c'est quoi vraiment les sujets qui vous animent. Et ça, c'est pas la même chose de vouloir travailler sur la justice alimentaire, de dire comment on offre de la nourriture de bonne qualité à tout le monde, que de réfléchir à comment on fait du lien avec le vivant dans les espaces, de réfléchir aux questions de genre, par exemple. C'est des choses qui n'ont aucun rapport, d'une certaine manière. Et donc, voilà, ça vous demande de dire, OK, vers quel métier précisément j'ai envie d'aller dans la transition, quelle cause
m'anime d'une certaine manière. Et ça aide énormément les structures à se dire ah ben oui, cette personne elle comprend nos enjeux et elle est animée par ça, parce que il y a plein de choses qui prouvent qu'elle est animée par ça. Et pour identifier c'est quoi les causes qui nous animent, moi je fais souvent l'exercice de c'est quoi les émotions positives, négatives. En général, quand quelque chose vous anime, ça vous crée des émotions fortes. Et donc ça c'est des émotions positives, ça va être tiens, j'ai regardé tel documentaire, ça m'a mis en joie, j'ai envie de le regarder tout le temps. Par exemple, c'est les fans de Miyazaki qui vont se regarder 5 fois leur film préféré sur ces sujets parce qu'ils ont un lien au vivant spécial. Mais ça va aussi être les émotions négatives. Ça va être à chaque fois que vous voyez une vidéo qui passe sur ce sujet, vous sentez que ça vous la digérez pas, quoi. Ça reste ici, vous êtes toujours un peu énervé, vous êtes spécialement attristé. Ça, c'est quand même des signes que là, il y a quelque chose qui se trame là-dessous, quoi. Que si ça vous fait réagir comme ça, et pas votre colocataire, votre copain, votre fille, c'est signe que c'est des causes qui vous animent. Donc, vous pouvez faire ce bilan sur un mois, par exemple. Pendant un mois, vous regardez à chaque fois que vous rentrez soit dans la grande joie, soit dans l'émotion négative. OK, c'était quoi le sujet qui était en lien? Et est-ce que ça revient, finalement? Moi, c'est comme ça que j'ai identifié plusieurs sujets qui font partie des différentes causes sur lesquelles j'aime bien m'engager, quoi. Pour parler aussi, illustrer ces propos, illustrer des transitions réelles, syriennes, tu as aussi des exemples de personnes qui sont passées par les accompagnements que Transition Pro peut proposer. Est-ce que tu peux illustrer ça? On s'était dit, Clémentine, quand on s'en est parlé, on avait effectivement évoqué, il me semble, le réparateur de cycle. Voilà, l'idée c'était de prendre des exemples et de vous interroger, de partager un peu la vie de personnes qui décident de changer. Et je crois que c'était quelqu'un qui était cadre supérieur d'une entreprise et qui s'est dit, à un moment donné, ça n'a plus bien de sens. Lui, ce qui semblait le faire vibrer, c'était tout ce qui était lié plutôt à la nature. Et donc il s'est dit, je me lance là-dedans sur un métier aussi où je vais pouvoir consacrer utile à l'agréable. Et voilà, c'était quelque chose qu'il faisait sur son temps libre, de la réparation, il aimait faire ce genre de choses. Et donc, il s'est lancé sur cette formation de réparateur de cycle avec comme projet de créer son entreprise. Et donc, il devrait démarrer sa formation bientôt. Voilà. Donc, je vous en dirai plus l'année prochaine, savoir si ça a fonctionné. On avait partagé aussi sur un projet de quelqu'un qui effectivement était dans l'idée de se dire je suis prêt à gagner moins. Un papa de 2 enfants bas âge et vraiment dans le projet était noté l'idée que c'était OK. C'était OK pour lui, c'était assumé aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que je risque à changer? C'était effectivement, l'analyse avait été faite de se dire, notre famille peut gagner moins pendant quelques temps, en tout cas, pour arriver à se donner un temps partagé avec nos enfants. Donc, il y avait un parcours comme ça. Voilà. Donc, des parcours, c'est magique parce que à chaque fois qu'effectivement, nous, à Transition Pro, on ouvre un dossier, il nous arrive le moment du financement. Donc, il nous arrive le moment où ils sont déjà écrits. Là, vous évoquez le tout début des questions qu'on se pose et de comment on avance. Moi, j'ai la chance, toute l'équipe, on a la chance d'avoir les dossiers quand ils sont finalisés. Donc, on ne se rend pas forcément compte du travail que c'est pour les uns et les autres, puisque nous, on a la fin, quoi. C'est, je suis prêt à... je me suis posé toutes ces questions et je suis prêt à rentrer dans un processus de transition à me former.
Alors, avant qu'on rentre justement sur le concret de ces accompagnements, est-ce que, Isabelle, tu peux nous dire un petit peu tous les pas très concrets qu'on peut faire là pour se mettre en mouvement, à début si oui, bah ok, j'ai envie d'avancer, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plein de premiers pas possibles. L'idée, c'est de répondre à différents points. Après, une première question, c'est de se dire qu'est-ce qui peut nous permettre de vous acculturer au secteur de la transition. Potentiellement, vous n'êtes pas du tout de ces secteurs. Donc voilà, qu'est-ce qui peut vous permettre d'en savoir plus? Ça passe par le temps, regarder des vidéos, écouter des podcasts, lire sur ces sujets. Ça peut être se former, ça peut être aller des événements. Mais en tout cas, tout ce qui va vous permettre d'en savoir plus et de se sentir plus à l'aise dans ce milieu. Et pour me témoigner, moi, ce que j'aime bien à Lyon, c'est qu'il y a quand même, je trouve que c'est vraiment la taille chouette pour s'engager, parce que à la fois, c'est assez grand pour que tous les sujets soient quand même présents sur le territoire. Donc, vous allez trouver plein de structures sur plein de sujets. Et là, à la fois, c'est quand même assez petit pour vous y faire une place, quoi, d'une certaine manière. Et donc, très vite, vous allez rencontrer, si vous êtes animé par un sujet, vous allez aux différents événements, vous allez connaître assez rapidement les acteurs du territoire, quoi. Donc, un premier sujet d'acculturation. Une deuxième question que vous pouvez avoir, c'est aussi comment trouver des pairs. Donc, comment trouver une communauté de gens avec qui discuter de ça. Alors, j'aime beaucoup me parler, donc je ne sais pas à quel point vous êtes seul par rapport à ces questions, à quel point vous êtes comprise par votre famille, par vos amis. Ça va de pas du tout on transitionne un peu tous ensemble. Mais nous, à l'Institut, on voit beaucoup de gens, c'est plutôt le curseur de pas du tout, d'une certaine manière. Et c'est très dur de transitionner tout seul. C'est très dur de transitionner sans avoir quelqu'un avec qui partager ses doutes, sans avoir quelqu'un qui nous motive, sans avoir quelqu'un qui tout simplement vous dit ok, je comprends ce que tu vis, t'es pas un extraterrestre, d'une certaine manière. Et donc ça, je vous invite vraiment à en parler. Alors soit parce que vous allez identifier quelqu'un, un ancien collègue de boulot qui est parti faire sa transition, un camarade de promo, votre belle-sœur, enfin c'est vraiment assez large, il est possible. Soit vous trouverez un dispositif là-dedans, que ce soit par exemple dans des dispositifs type bilan de compétences, il y en a qui sont en collectif. Il y a des groupes comme ce que fait ICE aussi, par exemple, qui font de l'accompagnement pour à plusieurs sur vous. Nous, c'est ce qu'on propose aussi en institut, mais il y a plein de dispositifs un petit peu différents. Et enfin, le dernier conseil, la grande catégorie que je dirais, c'est faites des expériences concrètes. C'est-à-dire, restez pas que dans la lecture, la théorie, etc., mais vraiment, si à un moment vous êtes animé par les sujets de lecture de compost, rejoignez un composteur de quartier. Allez trouver une parcelle de jardin. Allez faire du bénévolat auprès par exemple, des espaces par millions, il faut des chantiers participatifs pour renaturer les quais de Seine. Tout ça, c'est des expériences concrètes qui, quand vous êtes dans le secteur de la transition, ça compte, quoi. Ça montre que vous levez le matin pour vous motiver. Et vous aussi, potentiellement, un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, mais si vous êtes un petit peu enclin à l'éco-anxiété et que vous êtes dans une phase de burn où vous dites ils sont quand même sacrément bien organisés, les cons, quoi. Mais d'accord. Le champ lexical est très varié de ce qu'on peut utiliser. Et donc, quand vous êtes dans cet état-là, c'est vraiment le moment en fait, où on arrête de lire, quoi. On arrête de lire, on va faire quelque chose concret, on va faire une action de bénévolat, on va faire une action collective, comme ça on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui se bougent, qui font avancer les choses, et ça ne fait peut-être pas changer le monde entier, mais ça aura eu un petit effet sur la journée, et c'est ça qui est quand même assez important. Le premier conseil, si vous êtes enclin à l'éco-anxiété ou si vous côtoyez quelqu'un qui est sensible à ça, pensez à l'action, quoi.
Et derrière, ça ne fera que aider votre insertion pro. Et venez à des événements comme celui de ce soir. Et ce qui rebondit aussi avec ton témoignage, Aurélie, parce que justement, tu as dit que quand tu as commencé à vouloir te mettre en action, tu as rejoint des assos, tu as animé des fresques du climat, tu t'es mis et tu t'es entouré de gens aussi qui étaient dans cette dynamique, et j'imagine que ça t'a porté aussi pour avancer. On va arriver sur la dernière partie de cette table ronde avec le côté pratique en termes d'accompagnement. Donc là, Cyril, je vais te laisser la parole. Justement, l'idée, c'est de voir selon nos situations, si on est salarié, si on est en recherche d'emploi, si on est cadre, non cadre ou autre, vers qui on peut se tourner pour chaque situation. Alors, en fonction de son statut, de son âge, de son parcours, de son lieu d'habitation, on a un certain nombre d'interlocuteurs qui peuvent aider effectivement sur le chemin de la reconversion professionnelle. Et on appelle ces structures qui accompagnent les conseillers en évolution professionnelle. Donc, on a pour les salariés de droit privé et les travailleurs indépendants, le groupe interactif dans lequel vous trouverez les CIBC, les chambres de métiers de l'artisanat, les chambres d'agriculture de l'envergure. Pour le cadre, on a la PEC. Pour le job de 26 ans, on a le réseau de mission locale. Pour les personnes qui sont en situation de handicap, 4 emplois. Et pour les demandeurs d'emploi, on a France Travail. Voilà. Donc, vous avez un site internet des conseillers en évolution professionnelle, cep.org, sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble des conseillers qui sont tout à fait en capacité d'accompagner votre projet de transition professionnelle et de vous conseiller les meilleurs dispositifs. On a parlé de bilan de compétences, on peut évoquer VAE, on peut évoquer effectivement, tu l'as dit aussi Isabelle, l'aspect immersion, le bénévolat, stage, tous ces dispositifs qui peuvent permettre d'avancer sur le chemin de la reconversion professionnelle. Il m'a parlé aussi de structures qui peuvent accompagner, tu as parlé de ICE, je crois qu'il y a Marlon, il me semble, sur le petit moteur au fond de la salle. Il y a Connaissance, il y a plusieurs structures aussi du domaine qui permettent, sur un temps, enfin sur des temps assez courts, de quand même creuser la question en groupe. Donc, il y a des personnes qui sont dans le même niveau d'avancement que nous. Et puis, il y a des parcours plus longs, donc, comme celui de l'Institut Transition, justement, là, c'est des parcours d'un an, vraiment pour creuser des sujets. Vraiment, c'est des parcours que tu as suivis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Avec plaisir. Donc, l'Institut Transition, avec le parcours Nouvelle Voie, parce qu'il y a des formats beaucoup plus courts, juste de petites formations. Là, sur un an, c'était vraiment une chouette aventure et qui m'a vraiment apporté plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé, mais déjà le fait de pouvoir partager avec, tu l'as dit, partager entre pairs, partager avec des personnes juste qui se posent les mêmes questions, qui ont les mêmes doutes, et en fait de voir qu'on n'est pas seul sur le moment, et en fait ça apporte beaucoup. Donc ce côté de cheminer ensemble pendant toute une année, il y a le fait aussi la diversité des sujets. Je pense un peu sur les bancs d'école, mais du coup, il y avait plein de thématiques qui m'ont vraiment quasiment toutes passionné, même notamment sur rapport à la vieillesse, comment on prend soin de nos aînés, etc. Des thématiques auxquelles j'aurais pas pensé m'intéresser au premier abord. Et puis après, il y a tous les compléments, que ce soit avec les missions qui permettent de pouvoir découvrir des entreprises, des sujets, même sous forme de petits bénévolats. Et le parcours aussi alors c'est de développement personnel, mais de temps parcours. Et ça apporte beaucoup aussi de pouvoir un petit groupe réduit de vraiment participer à mieux se connaître, à échanger. Et un petit peu sur ce sujet, ça permet de nous découvrir et découvrir plein de choses et découvrir ce qui nous anime, ce que vous disiez tout à l'heure, ça participe à ça parce qu'on ne trouve pas forcément tout de suite. Donc il y en avait qui ont été tous et toutes très différentes sur le niveau des avis, des parcours, à quel endroit on était un petit peu, mais du coup qui se complétaient très bien. Donc ça, c'est un exemple justement de formation qui va accompagner un peu sur le temps long avec aussi pas mal d'introspection. Et c'est vrai, tu nous disais que toi, tu avais le lieu qui allait ça avoir plein de qui se lançaient. Donc concrètement, en fait, Transition Pro, c'est quoi et à quel moment vous intervenez?
Donc, vraiment, nous, on n'accompagne pas. On a parlé d'un certain nombre d'acteurs qui le font très bien. Nous, on va informer, orienter et financer. Donc, on intervient au moment où le projet est ficelé, on sait où on veut aller et on dépose un dossier de projet de transition professionnelle pour financer le coût de la formation et le coût du salaire qu'on n'aura pas pendant toute la période où effectivement on serait en formation. Donc, nous, c'est vraiment à ce moment-là qu'on découvre les personnes. Alors, on peut les avoir en amont, parce que vu qu'on en forme et qu'on leur montre, on peut voir pendant toutes nos équipes qui sont d'ailleurs là avec nous aujourd'hui, qui sont là pour vous informer et vous orienter vers le bon interlocuteur. Mais vraiment, on voit les dossiers au moment où ils sont déposés pour le financement. Alors, les questions que tu m'avais posées, c'était d'évoquer sur quels critères on finance ou on ne finance pas. Les critères, ce n'est pas nous qui les définissons, c'est France Compétences pour juger de la recevabilité des dossiers. Donc, vous dire que si un projet ne rentre pas dans nos critères, ce n'est pas que c'est un mauvais projet. Il n'y a pas de bon ou de mauvais projet. On n'a pas à dire, ouais, celui-là, je le trouve pas bon. C'est votre projet, il est tout à fait bon. Et si vous le portez, si vous l'initiez, c'est sûrement qu'il a du sens pour vous et qu'il est très bon. Mais par contre, nous, l'État nous demande d'intervenir sur un certain nombre de projets. Donc, pour vous partager les critères que l'on a, déjà pour être financé, il faut, en tout cas par transition programme, puis il faut être salarié du secteur privé. Il faut une certaine ancienneté qui est variable en fonction du type de parcours, qu'on soit CDD, CDI, intérim. Donc ça, tous ces éléments, vous les avez sur notre site internet. Il faudra suivre une formation certifiante en vue de vous reconvertir. On ne finance que des formations certifiantes. Et qui peut être réalisée soit pendant le temps de travail, soit hors temps de travail. Donc ça, c'est à vous de nous définir, mais les deux sont tout à fait possibles. Ensuite, on étudie vos projets en fonction de 3 critères. Le premier critère, c'est la cohérence du projet au regard d'un changement de métier ou de profession. C'est-à-dire qu'on ne financera pas une évolution sur un métier. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'a rien de pas positif. Hein. Vous pouvez très bien évoluer sur votre métier et envisager une transition sur un même métier sur lequel vous allez apporter du sens, de la nouveauté, etc. Nous, on ne financera pas de formation qui vise ça. Autre élément important, on ne financera pas des rêves. C'est-à-dire que si vous nous parlez dans votre dossier que des éléments hyper positifs du métier que vous vivez, on ne vous financera pas. Ça peut paraître terrible, hein, mais nous, on a besoin de savoir que vous connaissez les contraintes liées au métier. Parce que malheureusement, dans le monde dans lequel on est, à part Delphine qui est parfaite, mais sinon, ouais, on est d'accord, hein, mais sinon, on n'est pas dans un monde idéal et malheureusement, dans tous les métiers, il y a des inconvénients. Donc, c'est vraiment important de nous dire quelles sont les contraintes du métier que vous visez et que c'est OK pour vous. Parce que si vous ne nous dites pas ça, on se dira, il rêve et il risque, après 6 mois, 1 an, 2 ans de formation, comme le menuisier dont on parlait tout à l'heure, de se dire, finalement, en fait, ça ne me plaît pas du tout. Et on aura financé 2 ans de formation et 2 ans de salaire. Vous imaginez le prix que ça coûte. C'est de l'argent public. Donc, nous, on est vigilants là-dessus. Et donc, ça, on ne financera pas. Donc, si vous nous déposez un dossier, alors, dites-nous pas que les contraintes du poste, parce que sinon, on dira, est-ce que vraiment il veut y aller? Mais voilà, il va vraiment falloir que vous nous décriviez, non pas votre rêve, mais le projet sur lequel vous voulez partir. Ensuite, on va étudier la pertinence du parcours de formation et ses modalités de financement. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous ayez creusé la question, que vous soyez allé voir
On a évoqué les rencontres, on a évoqué les échanges, les partages, que vous soyez allé rencontrer plusieurs organismes de formation, que vous soyez allé voir des professionnels pour vous dire, moi je suis passé par telle formation, oui c'est bien, non c'est pas bien, que vous nous expliquiez pourquoi ça correspond à vous. Voilà, que le présentiel, pas de présentiel, que vous ayez peut-être une partie de votre parcours en validation des acquis de l'expérience. Ça nous prouve aussi que il y a une partie des choses que vous savez faire et que vous nous le dites, et que la suite, vous le faites en formation. Voilà. Il va vraiment falloir que vous nous expliquiez pourquoi vous choisissez ce parcours-là. Ensuite, et ça c'est le dernier critère, il va falloir que vous nous expliquiez qu'une fois la formation effectuée, il y a des perspectives d'emploi. Et ça, c'est pour nous très important aussi, que vous ayez creusé, que vous vous formez pour un emploi à l'issue de la formation. On n'a rien contre les formations de plaisir et qui font du bien, mais ça ne sera pas possible de se faire financer ça via Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut être perspective d'emploi ou ça peut être création d'entreprise. Hein. Il y a tout à fait les deux qui sont possibles. Et sur la création d'entreprise, pareil, on a besoin que vous nous expliquiez que votre projet il sera rentable. Alors, il n'y a pas forcément à tout maîtriser, hein, parce que vous allez vous former, donc il y a peut-être une partie de la formation qui va vous aider en matière de gestion, en matière d'analyse, mais par contre, il faut déjà que vous ayez un peu analysé que il y a de l'activité possible dans cette activité-là, qu'il y a une certaine rentabilité possible, qu'il y a éventuellement des concurrents, ça prouve qu'il y a un besoin solvable à votre activité. Voilà, vous soyez posé un certain nombre de questions et que vous soyez capable de nous dire effectivement, je vais pouvoir m'épanouir professionnellement et gagner un minimum de l'activité envisagée. Donc ça peut être sur des métiers de niche, hein, mais c'est pas un souci. Par contre, on a évoqué l'aspect réseau. Il faut vous nous expliquer que vous avez du réseau, lequel vous avez et lequel va vous permettre de trouver un emploi à l'issue de la formation que vous aurez choisie. Donc, une fois que ces 3 critères sont OK, donc je redis bien, hein, c'est pas bon, pas bon, hein, c'est que nous, on a ces 3 critères-là et il faut rentrer dans ces 3 critères-là. Donc, quand les 3 sont validés, on finance un dossier sur 2. On aimerait bien financer tout le monde. Malheureusement, les finances étant ce qu'elles sont, on finance un sur 2, ce qui est déjà énorme, parce que ce n'est pas dans toutes les pays que c'est comme ça. On a cette chance-là quand même en France de se dire un sur 2 dossiers qui nous arrivent probants sont financés. Donc, pour se dire qui on choisit de financer ou pas, de la même manière, c'est France Compétences qui nous donne un ordre de priorité et qui est fini sur un certain nombre de critères par nos administrateurs, parce que Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une association paritaire avec des représentants salariés, des représentants du monde patronal, et ils affinent effectivement les critères pour dire qu'est-ce qu'on met comme critère de plus sur le dossier, qu'est-ce qui donne des points et qu'est-ce qui en donne pas. Donc, ce qui en donnera, ça peut être le niveau de qualification de départ. On donne sa chance à des gens qui n'ont pas fait d'études, des risques d'inaptitude. Hein. Je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, des personnes qui n'ont pas le choix de changer de métier. Si vous avez une ingénierie de formation innovante avec et du côté théorique et de la F1D, la formation ouverte et à distance, c'est-à-dire que vous allez coupler un peu des choses qui vous permettent d'apprendre sur le côté pratique et des stages et avec effectivement la formation à distance. Et puis les métiers porteurs qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure. Voilà, mais ça rentre dans quelques critères, il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas, vous les avez sur notre site internet à disposition pour savoir quels sont les ordres de priorité. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on peut se dire, avec tout ça, si je suis 4, ça va être compliqué d'être financé. Si je suis
avec tout ça, si je suis ingénieur, ça va être compliqué. Et bien, vous dire qu'on a quand même financé 57% de projets cadres en 2024, 81% de projets d'ingénieurs et 86% de dossiers d'ouvriers. Voilà. Donc, pour vous donner un peu quelques chiffres clés de nos financements. Merci beaucoup pour ces précisions. On va conclure avec un petit tour de table. Alors, je vais vous demander à tous les quatre peut-être un mot de conclusion à chacun et à la suite, donc à tour de rôle, une actu que vous aimeriez partager, ou une ressource, ou les deux. Donc voilà, un mot de conclusion, une actu, une ressource. Isabelle, tu veux commencer? Un conseil, je dirais, soyez gentil avec vous-même. Je trouve que les gens sont très durs avec eux dans leur transition, ils se mettent beaucoup de pression. Donc voilà, soyez gentil avec vous-même, soyez votre meilleur ami, quoi. Et en lecture, nous, on essaie d'être vos amis, donc on essaie de faire plein de dispositifs pour vous aider. Donc, en gros, je peux vous partager le JTPES, alors la journée de la transition pro-écologique et solidaire. On fait ça dans 12 mois. Et en fait, là, vous trouverez tous les acteurs un peu qu'on a évoqués. Nous, on est présents, mais en fait, on fait venir plein d'acteurs de la transition. Il y a Transition en RAM qui est là chaque année, mais vous avez évoqué ici, connaissances, des choses comme ça. Donc, c'est les pivoteurs. Donc, c'est des acteurs qui seront présents. Il y a des personnes qui viennent témoigner aussi sur leur métier de transition, pour que vous ayez d'avoir une image un peu plus concrète de ce que ça peut vous dire. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'Institut de Transition, on vous a ramené quelques brochures, mais le mieux, c'est de suivre un webinaire, et donc le prochain, c'est le 18 et 20 mars. Tout est sur le site. Et le dernier petit conseil, c'est que nous, on a créé une newsletter qui s'appelle la newsletter Évolution. Vous allez sur le site internet. Et comme ça, tous les mois, on vous transmet plein de choses pour vous aider dans votre transition pro, quoi. Donc, n'hésitez pas, si c'est timing pour vous, abonnez-vous. On vous donne pas mal de conseils là-dedans. C'est donc sur le site de l'Institut Transition, avec un S à transition. Parce que moi, ça va beaucoup de synonymes. Merci. Moi, c'est trois messages, trois choses qui m'ont beaucoup aidé. C'était se relier, échanger avec des personnes qui partagent les mêmes questions, les mêmes doutes. C'est en parler avec des proches pour trouver des alliés pour être soutenu. Ça peut aider. Et puis le dernier, c'était de pouvoir s'autoriser à se lancer. Puis au pire, c'est pas grave, on revient en arrière et puis on trouvera un autre chemin. Voilà. Merci. Au pire, ça marche même, ils disent à l'Institut des futurs souhaitables, qui, moi, m'a fait me rendre compte à quel point le futur, ça peut être un lieu d'enthousiasme. Et je pense qu'on l'a trop délaissé, ce futur. Donc, d'oser le visiter et voir ce qui peut aussi nous enthousiasmer dans ce futur pour derrière, concrètement, agir dans le présent de manière un peu plus stratégique, et notamment à travers nos métiers. Je pense que c'est plus que jamais nécessaire quand on voit à quel point, encore une fois, d'autres s'organisent. Donc je dirais ça, moi, d'oser affronter un peu plus, d'oser même créer un lien de désirabilité avec l'avenir. Et pour ça, il y a plein d'ateliers. J'ai pas du tout parlé d'une activité qui prend l'essentiel de mon temps actuellement et qui sont les ateliers 2030 Glorieuse. On en anime régulièrement, c'est 2 heures, et on arrête d'être français pendant 2 heures. On se dit, si ça marchait, à quoi ça ressemblerait? Ça fait un bien fou. Le prochain, il a lieu à Chamazonia dans 2 jours, et on en anime régulièrement. Vous avez toutes les infos sur 2030glorieuse.org, et d'écouter d'autres gens qui font ce travail-là. Je parle des futurs proches, de la fresque des nouveaux récits, de l'atelier Nous sommes vivants, il y en a plein, mais aussi du podcast de Mathieu Baudin, Dites à l'avenir que nous arrivons. Ça fait un bien fou. Parce que ça montre aussi des tendances. On a trop tendance justement à imaginer que les changements historiques se font de manière linéaire, alors qu'en fait les ruptures, elles se font toujours de manière exponentielle et carrément insoupçonnée, voire totalement imprévue. Et donc d'aller creuser aussi, pas que dans les tendances pessimistes, mais aussi dans les tendances optimistes, joyeuses, pourquoi pas, des bribes d'un futur qui pourrait advenir, et puis décider par son métier de travailler à faire advenir ce futur sans attendre. Je pense que c'est quelque chose d'assez stratégique qu'on a trop délaissé, donc n'hésitez pas à faire de
du futur votre ami et votre allié. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom de tes voix? Oui, c'est le moment promo qu'on pourra retrouver. Ouais. J'ai juste pris Mathieu aura du sens qui est une compilation de ces 5 ans d'échanges et je propose 4 visions de l'économie qui nous permettent de remettre la société dans le bon sens et une 50aine de fiches métiers qui sont tirées de ces ateliers, ces podcasts de Meet and Girls. Et l'autre, c'est si vous avez des enfants en bas âge, qui est mon cas, j'en ai marre de lire des histoires de pompiers et de policiers à mon fils. J'ai rien contre les pompiers et les policiers, pardon, mais je me disais que c'était chouette de leur proposer d'autres rêves. Et donc c'est justement Arnaud Créteau qui est boulanger solaire et on en a fait une histoire pour les enfants entre 3 et 7 ans. Et c'est Quand je serai grand, je serai. Ça, c'est 2 ouvrages que j'apporte ce soir. Ça y est, cette fois, j'ai dit. Super. Donc, juste après, on pourra te retrouver sur la table au fond. Et Simone, je dirais, continuez à sortir comme vous l'avez fait ce soir et soyez pas seuls. Dites, soyez accompagnés. Donc là, c'est mon conseil du jour. Et sur le quoi faire, donc allez voir l'équipe de Transition Pro. N'hésitez pas à donner vos coordonnées pour qu'on vous invite à des temps de rencontres. On a mis des ateliers d'estimation de la condition professionnelle sur l'ensemble du territoire. On a une chaîne YouTube avec tous les dispositifs, parce que je vous ai parlé du projet de transition professionnelle, mais on a plein d'autres outils à la disposition, et je vous ai parlé de mode, voilà, on a plein de choses qui existent, donc n'hésitez pas à nous trouver sur notre chaîne YouTube. Bouquiner, il y a un hors-série de la Tribune Boulogne sur la transition professionnelle, n'hésitez pas à aller le bouquiner. Et puis, vous êtes tous invités le 17 avril, on a une journée à l'Hôtel de Ville sur la reconversion professionnelle avec des interventions sur les métiers qui recrutent, avec plein de partenaires qui sont présents et des organismes de formation qui pourront aussi répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à être présent le 17 avril à nos côtés. Et je vais conclure avec quelques actualités aussi côté The Green Marble. Donc, aussi, vous pourrez nous voir sur le stand au fond. On vient de sortir une petite brochure qui s'appelle « 1000 façons de s'engager près de chez moi » avec plusieurs événements autour des sujets de transition qui ont lieu sur le territoire de la métropole de Lyon. Par exemple, prochainement, il y a le salon Prix Hiver au mois de mars. C'est plus de 400 exposants. Donc, c'est aussi l'occasion de rencontrer énormément de structures. Il y a aussi beaucoup de conférences, d'ateliers. Donc, il y a toujours des événements où on peut, on va dire, réseauter et apprendre des choses. Il y a, par exemple, le festival Agir à Lyon, l'association Ancilla, qui aura lieu le 28 septembre. Là, il y a plein d'associations qui sont présentes pour trouver aussi des manières de s'engager près de chez soi. Chez Eculabou, on organise la 10e édition du Green Festival. Ce sera le 4 et 5 octobre prochain, toujours au Château de Montchat. Et là, on va avoir aussi une 60aine de conférences, d'ateliers, des exposants sur plein de sujets. Donc, c'est un événement qui rassemble chaque année entre 2500 et 3000 participants. Donc, pareil, une bonne animation aussi qui donne envie de se mobiliser, qui donne envie d'agir et dans lequel on peut apprendre plein de choses. Et puis aussi des petits défis sur des sujets comme l'eau, l'alimentation, l'énergie qui sont proposés par l'Agence locale de l'énergie et du climat dont fait partie Aurélien. Voilà, donc on a ces petits calendriers sur notre stand, je ne sais pas s'il en reste encore, mais en tout cas, vous pouvez... Ah, d'accord, ok. Je crois que... Voilà, donc en tout cas, ça peut être retrouvé sur notre site internet. Alors pareil, le territoire au fond de l'initiative, on a recensé un paquet dans notre guide, c'est le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, près de 700 structures qui sont référencées. Voilà, il y a des épiceries RAC, des magasins de réparation de vélos, des boutiques de vêtements éthiques, bref, il y a vraiment plein de choses. Donc pareil, si vous voulez trouver de l'inspiration, n'hésitez pas à aller fêter ce guide-là et après pour un petit peu de fun aussi, on a un livre qui s'appelle le Consommètre pour comprendre les enjeux climat, déchets, eau, d'action du quotidien. Puis ça vous dit, on vous propose aussi des petites parties sur la table au fond.
Et notre prochain événement, ce sera sur une thématique particulière, puisque ce sera sur le thème de la mode éthique. Donc, on organise une grande soirée sur la mode éthique avec un défilé et plein d'acteurs locaux qui s'engagent pour une industrie textile plus vertueuse. Et ce sera le 23 avril à la Chapelle de la Trinité. C'est le 2e arrondissement à Port-de-Lieu. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse aussi, n'hésitez pas à passer une tête. C'est gratuit. Je suis désolée, on n'a pas le temps de prendre les questions parce que c'était hyper riche. Voilà, on a un petit peu débordé de quelques minutes, mais néanmoins, toutes les structures, les personnes présentes restent encore un petit peu. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à venir nous voir directement. J'en profite pour vous remercier très chaleureusement d'avoir partagé autant de contenu. Merci aussi à toutes les personnes de l'association, notamment la Melissa qui a organisé cette soirée et puis l'équipe qui est présente au fond dans vue. Et sachez qu'on a enregistré cet échange, donc l'idée ce sera de pouvoir le diffuser après. Donc si vous voulez revenir ou si vous voulez le partager avec d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes et que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas, on mettra sur notre site web thegreenwood.fr. Merci beaucoup et bonne continuation à vous.